sunshine. Twinkle, twinkle, little star. Wake up. Chose promis, chose due, voici la partie 2 de la vidéo Fashion Police du Met Gala. Je sais que vous adorez ça et il y a tellement de tenues sur ce genre de tapis rouge qu'on a de quoi faire, on a de quoi commenter pour votre plus grand bonheur et pour le mien également. Si jamais vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo sur le sujet parce que vraiment je vous explique le thème et de l'exposition et du tapis rouge parce que oui, ce n'est pas exactement le même s'il y a un lien. Je vous mets l'événement en contexte, bref, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir. Donc si jamais vous l'avez loupé, c'est vraiment le moment d'aller la rattraper. Et puis dans cette vidéo, on va essayer d'analyser le plus possible de looks qu'on a vu sur ce tapis rouge, les plus intéressants et même des pas très intéressants, il faut se le dire. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Il s'agit d'eBay Club. Merci à eux pour leur confiance et surtout merci à eux de soutenir la chaîne. Si jamais vous ne connaissez pas eBay Club, il s'agit d'un site de cashback. Et le cashback, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de vous rembourser un certain pourcentage d'argent sur toutes les commandes que vous passez chez les vendeurs partenaires d'eBay Club. Donc en gros, c'est un service gratuit qui vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats hyper facilement, c'est tout bénef, ça fait des années que j'utilise le cashback, je ne m'en passe pas, il n'y a pas une seule commande que je fais en ligne sans activer le cashback, tout y passe, les achats mode, les achats livres, lorsque je voyage, même mes courses, j'active le cashback pour tout, étant donné qu'ils ont énormément de vendeurs partenaires, c'est quoi que vous achetiez, quel que soit votre site favori, il y a de fortes chances pour que vous puissiez activer le cashback. Je vais vous présenter certains sites que j'utilise beaucoup pour vous donner une petite idée, par exemple, je fais souvent mon shopping chez Azos et vous pouvez cagnoter 3%. Également, lors des voyages, par exemple, vous savez que j'aime beaucoup aller à New York. Je passe souvent par la compagnie French Bee et vous pouvez récupérer 1,8% de votre achat sur l'avion. Lorsque vous prenez un hôtel sur hotel.com, vous pouvez cagnoter 5%. Donc vous voyez, sur un voyage, ça peut vite grimper, ça peut vite vous faire des économies. Croyez-moi, à la fin de l'année, il y a de quoi se faire plaisir. Si jamais vous n'avez pas l'habitude et que vous avez peur d'oublier d'activer votre cashback, vous pouvez installer une extension sur votre navigateur. Moi maintenant j'y pense toujours, mais j'ai quand même l'extension comme ça, hop, j'ai juste un clic à faire, ça active le cashback, vous passez votre commande et directement vous cagnotez sans rien faire de plus. Et en plus de ça, on me dit dans l'oreillette que rien que le fait d'installer l'extension, ça vous fait gagner 1 euro. Je dis ça, je dis rien, vous feriez mieux de l'installer. Mais c'est pas tout, puisqu'en plus du cashback en ligne, sur eBay Club, vous avez le cashback en bon d'achat. C'est-à-dire que vous pouvez commander directement un bon d'achat de la somme que vous souhaitez et vous récupérez un certain pourcentage directement, immédiatement dans votre cagnotte. Par exemple, sur Zalando, il y a 9% de cashback en bon d'achat. C'est-à-dire que si vous prenez un bon d'achat de 100 euros parce que vous comptez plus ou moins faire un panier de cette somme-là, vous récupérez immédiatement 9 euros. Mais en plus de tout ça, les cashbacks sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un cashback en bon d'achat, avoir votre remboursement immédiat et en plus, lorsque vous passez votre commande, activer le cashback en ligne. Donc là, ça vous fait doublement d'économie et il n'y a rien de plus simple, je le répète, enfin vraiment, je suis une convaincue, j'adore le cashback, j'adore ce principe, il n'y a pas de petites économies. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien en barre d'infos. Habituellement, à l'inscription, eBay Club vous offre 3 euros, mais si vous passez par mon lien, vous avez directement 6 euros offerts, sachant que vous pouvez récupérer votre argent à partir de 10 euros de cagnotte, donc autant de vous dire qu'avec les 6 euros offerts, ça va aller très vite. Bref, maintenant qu'on sait comment faire un max d'économie, passons à la Fashion Police et allons critiquer un peu les tenues des invités, en toute bienveillance bien sûr. On commence tout de suite avec Ashley Graham qui est venue dans un look Ludovic de Saint-Cernin qui vous rappelle peut-être quelque chose puisque on a dernièrement vu Kylie Jenner avec un look très similaire mais version rouge. Ici, ça lui va superbement bien et en plus, Ludovic de Saint-Cernin n'est pas vraiment connu pour habiller les rondes. D'ailleurs, c'est l'une des premières fois, donc on va dire que c'est d'autant plus fort et que ça s'est fait d'autant plus remarquer. Je sais pas si c'est très normal que ce soit encore une remarque qu'on se fasse actuellement, mais ok.
Ashley Graham n'est pas la célébrité qui est le plus connue pour vraiment respecter le thème et faire des propositions hyper cohérentes et abouties, etc. Là, c'est encore le cas. On reconnaît le clin d'œil avec les fleurs qui viennent au niveau de son ventre et qui sont vraiment magnifiques. Le placement sur elle est vraiment splendide. Au niveau de sa taille, au niveau de ses hanches, vraiment ça s'enroule autour d'elle. Je trouve ça magnifique. Sachant que la jupe est dans une matière style maille en métal et du coup, les fleurs sont vraiment comme incrustées dedans et surtout ce qui est cool c'est qu'on a vraiment cet effet métal qui reflète la lumière un peu lourd et en même temps comme on est sur une maille ça laisse subtilement passer la lumière et du coup ça laisse entrevoir par transparence son corps. C'est très subtil mais c'est très très joli et ça contraste hyper bien avec le haut de la robe qui est cette fois-ci beaucoup plus opaque en cuir avec des œillets. Je trouve qu'il y a vraiment un bel équilibre, même le petit châle qui vient sur ses bras est plutôt mimi. Bref c'est une proposition qui je trouve est réussie esthétiquement, etc. Par contre, au niveau du thème, moi j'espérais beaucoup plus. Passons maintenant à Cara Delevingne qui est venue dans une tenue Stella McCartney qui est à la fois assez classique mais très chic, très glamour. J'aime beaucoup l'esthétique de cette tenue avec cette jupe blanche un peu drapée qui répond hyper bien avec cette pièce beaucoup plus forte au niveau du top, ce corset entièrement en diamant qui vient s'enrouler autour de sa tête. Ce corset est fait de 500 carats de diamants et ce sont des diamants dits durables puisqu'ils ont été cultivés, ce qui permet d'éviter les conséquences de l'exploitation minière. Donc il y avait vraiment une recherche assez sympa autour de ce look avec tout un propos engagé autour de l'écologie, de la durabilité dans la mode, ce qui est hyper cohérent avec déjà l'ADN de la maison Stella McCartney puisque ça fait des années qu'elle propose des collections engagées mais qui fait plutôt lien avec le thème, avec tout un discours autour justement de la durabilité du vêtement, pourquoi pas de l'impact de la mode, de l'industrie de la mode sur l'environnement, sur la planète. En plus de ça, on voit bien qu'il y a également tout un parallèle autour du savoir-faire intemporel de la maison, de la mode, tout en alliant ça avec la technologie de pointe et le sourcing de matériaux qui est assez inédit, assez innovant. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était assez cohérent, assez recherché. Donc j'aime plutôt bien, c'était plutôt sympa. Après, il n'y a pas l'effet waouh. Et peut-être que sur ce tapis rouge en particulier, ça manquait de détails ou d'accessoirisation qui auraient peut-être aidé à avoir plus d'impact. Parlons maintenant de Charlie XCX, je ne sais pas comment vous dites son nom, je suis désolée, qui est venue dans une tenue Marni qui est faite à partir de t-shirts vintage des années 50 et 70 et j'ai trouvé le propos hyper intéressant parce que justement le fait de partir de ces t-shirts blancs qui sont à la fois des pièces intemporelles parce que ça perdure dans le temps, c'est indémodable, c'est une pièce en plus qui va avec tout et en même temps c'est une pièce qui est finalement assez éphémère parce que le t-shirt blanc, en général, on le met tellement régulièrement dans l'année qu'on a tendance à l'user, à le dégrader. On a toujours des petits trous dans nos t-shirts blancs ou des petites taches, etc. Et on doit souvent les renouveler. Et donc, il y a déjà un premier contraste, rien que sur la pièce en elle-même, de cette pièce qui est très éphémère et qui est pourtant intemporelle. Et là, de prendre ce t-shirt blanc pour en faire une robe qui est brodée avec des strass, des perles de verre, qui a demandé 200 heures de travail, où il y a une quinzaine de couturières qui ont travaillé dessus, etc. Donc pour en faire quelque chose de presque un peu plus couture, j'ai trouvé que la réflexion autour de cette tenue était vraiment appropriée et pertinente par rapport au thème, qu'en plus le modèle en lui-même, encore une fois, esthétiquement, évoquait aussi le thème avec le temps qui passe, la destruction de cette aristocratie au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on cueille les fleurs dans le jardin. Bref, j'ai trouvé que c'était très réfléchi et vous voyez, j'ai presque envie de faire un parallèle avec la tenue de Doja Cat qui elle aussi était partie du t-shirt blanc. Le propos était un peu différent mais voilà, vous comprenez pourquoi j'ai envie de les comparer un petit peu toutes les deux. Et pour Doja Cat, du coup, dans la première vidéo, je vous disais qu'il me manquait cet aspect peut-être un peu mode pour vraiment aller au fond de sa réflexion et de ce qu'elle voulait raconter avec sa tenue. Et là, je le retrouve. Là, je trouve que c'est plus intéressant, plus abouti et que même dans l'exécution, c'est plus mode, c'est plus moderne, c'est plus travaillé. Ensuite, il y a eu Cynthia Erivo qui est venue dans une tenue Thom Browne qui en termes de savoir-faire et de technique et a coupé le souffle
toutes ces broderies, ces fleurs qui viennent, enfin ces pétales plutôt de fleurs qui viennent sur sa robe comme si elles étaient en train de s'envoler autour d'elle. Je trouve ça esthétiquement très joli et en même temps c'est mélangé avec une esthétique beaucoup plus classique qu'on connaît dans la mode avec ce costume, la cravate, la chemise blanche. Donc on retrouve à la fois l'intemporalité, le savoir-faire de la mode avec toute cette histoire autour des Sleeping Beauty et des archives et voilà, on comprend que là c'est un vrai travail autour de la technique du vêtement, de la confection du vêtement et en même temps on retrouve l'esthétique du jardin qui est présent dans la nouvelle avec des coccinelles, des sauterelles, on voit un scorpion au niveau de son col, des papillons qui s'envolent autour d'elle. Donc vraiment ils ont pris littéralement le jardin pour mettre plusieurs petits détails qui évoquent ce jardin sur la tenue. Mais je suis un peu frustrée. J'adore Thom Browne, j'adore ce qu'ils font. L'année dernière, sur le Met Gala, ils se sont quand même surpassés. Les tenues étaient monstrueuses et fabuleuses. Ici, je comprends le propos, je trouve qu'ils sont dans le thème, que c'est cool et tout, mais la tenue pour moi est relativement déjà vue et pas vraiment inoubliable. Passons maintenant à Demi Lovato qui est venue dans une tenue Prabal Gurung qui est en fait une version assez littérale de la nouvelle Les Jardins du Temps. On reconnaît les fleurs qui sont en plus dans la nouvelle avec un cœur en cristal. Donc là, c'est sûrement la raison pour laquelle la robe est argentée avec ces fleurs effet miroir qui sont comme cristallisées sur sa robe. On comprend le propos, on comprend le parallèle avec le thème, mais ils ne sont pas allés plus loin et de toute façon en interview, elle le dit elle-même, elle a fait confiance à Prabal Gurung. Il n'y a pas eu vraiment de discussion entre eux avec une recherche par rapport au thème et une recherche pour savoir quoi dire avec cette tenue. Voilà, c'est une interprétation littérale du thème, comme on en a vu plein sur ce tapis rouge. C'est joli, ça lui va bien. J'aime beaucoup le bustier en pointe qui met en avant sa poitrine. Je suis archi pas fan du collier qui est très déjà vu et comme en plus la robe est argentée avec le collier très princesse comme ça, bon c'est pas ce qui est le plus moderne. Après les fleurs sont bien placées, j'aime beaucoup comment la robe tombe droite avec la traîne qui vient en asymétrie et ces fleurs qui comme s'enroulent autour d'elle. C'est joli, c'est mignon, mais je m'en fous. On peut maintenant parler de Demi Moore qui est venue dans une tenue Harris Reed. J'aime beaucoup les propositions d'Harris Reed chaque année. Pour le coup, lui, il fait des recherches à chaque fois par rapport au thème et il crée selon justement le thème et selon ce qu'il a envie d'exprimer par rapport à ce thème-là. Donc là, c'est assez sympa. On a une robe tout en volume, avec un gros volume autour d'elle. C'est typique de ce que Harris Reed fait. Hein. Lui, il est vraiment dans la théâtralité. Il aime bien proposer une mode qui est flamboyante et un peu presque m'as-tu vu, que j'adore. Donc ici, il a créé un corset qui finalement vient dans un énorme volume autour de ses bras pour finir au niveau de son dos et de ses fesses. Donc ça forme tout un arc autour d'elle qui est assez impressionnant. En plus de ça, le tout est orné de pointes qui me fait presque penser, moi, à des flèches. Et j'y vois un parallèle avec la nouvelle, avec ce coin de paradis qui se fait attaquer. Je sais pas, moi j'imagine bien des arcs et des flèches. Et en même temps, ça fait penser aussi aux épines, des roses et le fait qu'il y a quelque chose un peu d'intouchable et une protection autour d'elle. Et comme dans la nouvelle, les protagonistes cueillent une dernière fleur, là on a l'impression que ça protège comme cette dernière fleur. On a vraiment cette idée de fleur défendue, de fleur qu'il ne faut pas toucher. Et en même temps, on a l'impression qu'il a fait une fleur en floraison. Tout en parlant du côté un peu plus pessimiste de la nouvelle avec cette fleur qui part en lambeaux, qui se dégrade et qui à la fois prend presque vie puisque à la base elle est vraiment imprimée, enfin elle est appliquée sur de la soie, il s'agit du papier peint qui devient 3D sur le bas de la robe. Donc il y avait tout un mélange à la fois optimiste et pessimiste, à la fois romantique et doux mais hyper puissant qui marchait divinement bien. Alors après c'est une interprétation peut-être un peu poétique et romantisée de ma part, mais en tout cas c'est comme ça que moi j'ai perçu cette tenue. J'ai trouvé que c'était un choix super mode pour Demi Lovato et en plus de ça comme elle était en compagnie d'Harris Reed qui lui aussi avait fait une tenue pour lui-même, vraiment le duo, ça faisait un duo de choc. Sur le tapis rouge, ils ne sont pas passés inaperçus et comme dans la nouvelle on suit un couple qui représente l'aristocratie, là je trouvais que ils étaient un peu ce couple de la nouvelle. Par contre si je peux me permettre, j'ai trouvé que qu'Harris Reed s'était beaucoup mis en avant. À chaque fois on a toujours le duo avec le créateur et le créateur parle un peu de son look mais
il est là pour mettre en lumière sa création sur la célébrité qu'il apporte. Ici, Harris Reid prend vraiment part au tapis rouge, prend vraiment part à la proposition. Peut-être un peu trop, est-ce que c'est un peu trop, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il avait presque éclipsé Demi Moore. On se souvient beaucoup plus de sa tenue à lui que de celle de Demi Moore. Et j'ai trouvé ça assez inédit. Il y a un truc un peu d'ego trip aussi. Par contre, sa tenue est vraiment fabuleuse. Les volumes au niveau du bustier, le drapé sur les hanches, le pantalon évasé qui lui va divinement bien, avec en plus sa chevelure qui répond super bien à la tenue, le choix de couleur, le camailleux de couleur est hyper bien choisi et en plus correspond totalement au style un peu rococo qui est décrit dans la nouvelle. Pareil avec ce chapeau, avec toutes ces épines qui ont pour moi le même discours que ce que j'ai dit auparavant. Et puis lui, il est très théâtral, il joue dans sa tenue et tout. C'est splendide, hein. Franchement je dis pas, c'est splendide. Et puis en plus sur les photos avec le tapis vert, la haie de fleurs et puis cette espèce de papier peint qu'ils ont mis sur tous les contours du tapis rouge, il y avait, on aurait dit qu'il était dans un tableau. C'est vraiment splendide. Passons maintenant à la tenue de Dove Cameron qui était aussi accompagnée de Damiano David. Elle était habillée dans une tenue, enfin dans une robe diesel par Glenn Martins qui est assez classique, voilà. Bon, on saute pas au plafond, hein, c'est plutôt déjà vu, mais j'ai trouvé que l'exécution était plutôt sympa, avec à la fois de loin, quand on regarde la tenue comme ça de loin, on dirait une robe fleurie assez basique, et finalement quand on s'en rapproche, on voit à quel point tout est destroy, c'est vraiment des morceaux de robe qui sont comme rafistolés et qui donnent l'impression d'un motif fleuri, mais qui est pas si simple que ça. J'aime beaucoup également le travail sur la mousseline transparente, qui est comme un peu plissée, froissée, et c'est tellement assumé que ça donne de la gueule à la tenue, ça donne une vraie valeur ajoutée et ça s'associe hyper bien à ces lambeaux de fleurs qui en plus, voilà, par superposition, ça donne un motif qui est plus ou moins opaque. Vraiment, j'ai trouvé que la tenue était très très belle. Sur le bas de la robe, pareil, on voit à quel point ça part presque en lambeaux, ça fait presque un effet de plume. Non, vraiment, je suis assez conquise par le travail autour de cette robe, même si visuellement, c'est une vision assez simpliste, on va dire, du thème. Mais pourquoi pas, franchement c'est cohérent, c'est pertinent, ça marche en tout cas. Et Damiano David, lui, était dans un costume qui pareil donne cette sensation qu'il est comme brûlé, qui part en lambeaux, il y a le temps qui passe aussi, voilà, cette sensation de temps qui passe et de costume usé. Qui fait sens, les deux ensemble sont très beaux. Sur le coup, ça paraît pas inoubliable, mais franchement, quand on s'y intéresse un peu, c'était quand même une bonne proposition. Emma Chamberlain était également présente, elle a été l'une des premières à arriver puisque elle s'occupe des interviews sur le tapis rouge. Sa tenue est magnifique. J'ai adoré regarder la vidéo sur la préparation de cette tenue, comment ils ont recherché par rapport aux archives de Jean-Paul Gaultier. Ah oui, parce que j'ai même pas dit que c'était du Jean-Paul Gaultier. On voit vraiment qu'il y a un vrai travail de recherche sur cette robe. Ils sont partis d'une archive de la maison, d'un corset, pour finalement totalement la réinventer et la moderniser pour ce tapis rouge, pour que ça corresponde totalement avec le thème. Là, on est sur une vision très pessimiste de la nouvelle, avec ce jardin du temps qui est très terreux, ténébreux, un peu mystérieux. On a presque l'impression qu'il y a des ronces comme ça qui viennent autour d'elle avec ses bijoux. Ça s'entoure autour de son corps. La dentelle choisie aussi a cet effet presque un peu mystique, très méchante de Disney, que j'aime énormément. La composition de la robe est magnifique, hein. Sur la photo de dos, je trouve que c'est sublime. On a vraiment le détail de corset qui vient se détruire sur le bas de la robe, là où normalement justement un corset ça sert à serrer, on va dire. Et surtout, moi ce que je trouve sublime, c'est si vous regardez les détails au niveau de la traîne, selon les lumières, etc., on voit qu'il y a plusieurs couches de matière qui ont été superposées, avec une couche qui peut-être est comme de la mousseline dans un marron un peu plus clair, avec par-dessus cette dentelle qui vient s'échouer autour d'elle et qui donne presque l'impression qu'elle est coupée brute, alors que je pense pas, je pense qu'il y a des belles finitions tout autour, plus les détails de traîne transparents qui viennent encore par-dessus.
Ça fait un jeu de matière, de texture, de construction du vêtement qui est mais fabuleux. J'ai trouvé en plus de ça qu'elle avait une certaine théâtralité lorsqu'elle nous présentait cette tenue. Bref, c'est vraiment très sympathique. Et autant là c'est la proposition de base, mais pour faire les interviews, pour être plus à l'aise, ils ont fait en sorte que la tenue soit modulable pour enlever toute cette traîne et qu'elle soit finalement en mini-jupe. Et même cette version est hyper mimi, hyper sympathique. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail de recherche. C'est vraiment ce que j'aime voir sur le Met Gala, avec les vidéos comme ça qui vont avec, savoir toute la recherche autour du vêtement, autour de la thématique, ce qu'ils ont voulu dire, pourquoi, le fait que ce soit en plus aussi bien retranscrit finalement dans le résultat final. Vraiment, j'ai été subjuguée. On peut maintenant parler de Janelle Monáe qui est venue dans une tenue Vera Wang. Janelle Monáe est une personnalité mode que j'adore sur le Met Gala. Ça fait partie des personnalités que j'attends le plus. À chaque fois, elle a des propositions un peu barrées, mais hyper cohérentes avec le thème, très waouh, que j'aime beaucoup. Et là, je dois avouer que j'ai été un peu déçue. Quand on regarde les détails de sa robe, c'est vraiment splendide, avec toutes ces pampilles qui reflètent hyper bien la lumière sur le tapis rouge. On a également, en plus de ça, des pampilles comme diamants, comme gouttes d'eau encore par-dessus. La fleur au niveau de son cou. Je trouve ça sublime. Vraiment, je pense que c'est comme de la résine ou quelque chose comme ça qui est sculpté. Et donc, on a l'effet sculptural qui rappelle bien le thème, avec aussi cette fleur cristallisée, cette dernière fleur qu'il faut cueillir. Enfin, vraiment, ça fait sens. Et en même temps, il y a un goût de trop peu avec juste cette fleur qui est exceptionnelle, mais le reste de la robe qui est finalement presque un peu kitsch dans la construction et dans les empiècements, la manière dont c'est fait. Je suis pas très fan, moi, de ce top corset un peu transparent avec des pampilles au niveau juste de la poitrine, et puis ce col qui vient au niveau du décolleté et qui coupe le ventre en deux. Je comprends pas trop pourquoi, je trouve pas ça très moderne, je suis pas sensible à ça. Pour le coup, je trouve la traîne splendide, avec encore une fois ce jeu de transparence, sûrement de la mousseline qui est entièrement brodée, qui paraît très délicate, toute transparente. J'aime bien le tombé, la manière dont ça rend, mais c'est tout quoi. Enfin vraiment, j'ai été déçue, je suis déçue. Passons maintenant à Jessica Biel qui est venue dans une tenue Tamara Ralph qui est entièrement rose. C'est une tenue monochrome qui est entièrement brodée de plumes, mais qui peuvent donner l'impression de pétales de fleurs, donc de fleurs tout autour d'elle qui prennent vie, qui sont 3D. Quand elle marche et tout, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et comme en plus de ça, elle a comme un châle qu'elle porte au niveau des bras. Je trouve que ça crée un joli mouvement, un joli dynamisme. On a un peu de volume et qui contraste bien avec ce décolleté qui est XXL. Je trouve le rendu très joli. Après, ça reste très bateau. La couleur, moi en soi, je suis pas très fan, mais why not. Mais ouais, c'est du déjà vu, c'est très bien fait, c'est très couture. Toutes ces plumes avec à chaque fois un petit cristal comme ça qui vient faire le centre et qui en plus rappelle aussi le cœur des fleurs qui est en cristal. Ça vole autour d'elle, c'est vivant, mais c'est trop peu, encore une fois, par rapport au Met Gala, par rapport au thème. On reconnaît le jardin, on comprend l'histoire des fleurs et tout, mais quoi d'autre? On voulait plus. Ah bah tiens, en parlant de on voulait plus, on a Kaia Gerber qui est venue dans une tenue Prada. J'en perds mes mots, carrément. On est sur une proposition assez minimaliste avec une robe tube, bustier, le petit collier, avec même en plus une mise en beauté très princesse, années 90, qui rappelle aussi peut-être les looks que pouvait porter sa mère dans les années 90. Donc peut-être qu'il y a une volonté de discussion entre générations et donc de mettre en avant le temps qui passe, etc. C'est possible. C'est peut-être aussi un peu tiré par les cheveux de ma part, je ne sais pas. Mais concernant la robe, bien évidemment que c'est une jolie robe qui est bien construite, ça tombe bien sur elle, ça lui va très bien. Mais le thème, encore une fois. Dans son interview, en plus de ça, elle parle d'écailles de poisson, d'être un poisson en version un peu chic. Pourquoi un poisson ? Je ne sais pas, alors qu'on voulait plutôt des fleurs, des pétales de fleurs à la limite. C'était quand même le strict minimum de parler, de faire référence au jardin ou au temps qui passe. Enfin, je veux dire, il y avait des références tellement simples à faire par rapport au thème que je ne conçois pas trop qu'on soit autant à côté de la plaque. Lil Nas X était également présent dans une tenue Luar et ils ont fait 2 tenues en une. Non, c'est pas vraiment ça.
Ils ont pris 2 tenues qu'ils ont comme rafistolées en une. C'est plus juste. On voit qu'ils portent comme une combinaison qui est rafistolée et tous les morceaux sont rafistolés entre eux grâce à des rangées de boutons. Je pense que ça a demandé beaucoup de travail, c'est hyper beau et tous les empiècements qui sont argentés sont en fait brodés en cristaux Swarovski. Je crois qu'il y a 50 000 cristaux, c'est assez énorme. Donc en termes de savoir-faire, de technique, d'exécution, j'aime beaucoup cette tenue. Je comprends totalement toute la discussion autour de la construction et la déconstruction du vêtement. Ça fait écho aux pièces de musée qu'on doit conserver et qu'on doit parfois rafistoler. Et en interview, ils ont également parlé de construction et de déconstruction de soi-même, donc quelque chose qui est plus personnel. Là, je suppose que c'est vraiment un contraste entre ce qu'il est et ce qu'il montre de lui, avec les parties argentées qui sont peut-être plus représentatives de ce qu'il est et qui font aussi écho à ce qu'il a présenté l'année dernière, puisqu'il est venu entièrement nu ou juste en slip, avec son corps qui était recouvert entièrement de cristaux. Donc là, est-ce que les parties argentées, ce serait pas justement la déconstruction et finalement ce qu'il est vraiment à l'intérieur, et puis les empiècements blancs, plutôt ce qu'il montre de lui et ce qu'il doit encore déconstruire ou ce que nous on doit déconstruire. Enfin, ça du coup c'est une interprétation un peu plus personnelle qu'ils en ont fait, mais je trouve ça sympa aussi d'avoir réfléchi la tenue avec un propos personnel et un propos un peu plus mode. C'est sympa, voilà. Après, moi, la tenue en elle-même, je suis pas hyper fan, mais techniquement parlant et tout, c'est quand même pas mal. Vous l'attendiez dans cette vidéo, j'en suis sûre. Bien évidemment que je vais parler de Mona Patel, qui, je pense, a volé la vedette à tout le monde cette année. C'était assez impressionnant, étant donné qu'à la base, c'est une personnalité relativement anonyme, ou en tout cas, c'était pas une personnalité qui était sur le devant de la scène, et sa tenue a tellement été appréciée que tout le monde en a parlé et que ça a créé un buzz sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même une première, je crois, sur le tapis rouge du Met Gala. Donc ça prouve que les gens sont quand même dans l'attente d'une vraie proposition mode. Pour ce Met Gala, Mona Patel a décidé de s'entourer du styliste Lo Roche, qui est aussi le styliste de Zendaya, et elle est venue habillée dans une tenue Iris Van Herpen, un choix que j'ai trouvé très intelligent et pertinent parce que de base, Iris Van Herpen s'inspire quand même de la nature, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans ses collections, et d'ailleurs je suis assez étonnée qu'on n'ait pas vu plus d'Iris Van Herpen sur ce tapis rouge, parce que ça aurait été la facilité pour être dans le thème et être cohérent. En tout cas ici la tenue de Mona Patel est vraiment magnifique. On a vraiment cet effet presque un peu papillon au niveau de son bustier, mais surtout cette traîne qui donne l'impression de fleurir, d'être remplie de pétales. C'est vraiment magnifique. Le tout, en plus de ça, a été brodé en Inde. C'est quelque chose qui tenait à cœur à Mona Patel, étant donné qu'elle est d'origine indienne. Donc elle voulait faire un petit lien avec ses propres origines. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et la pièce un peu maîtresse de cette tenue, ce sont vraiment ces bijoux de bras cinétiques qui ont été faits par Cassé Carré, que vous voyez parfois exposés dans les musées et qui travaille très régulièrement avec Iris Van Herpen. Il a fait plein de trucs pour elle. J'ai trouvé que c'était d'une justesse incroyable parce qu'on a l'impression que la tenue prend vie autour d'elle, qu'elle a à la fois des papillons qui s'envolent et en même temps, moi, ça m'a aussi fait penser au mécanisme d'une horloge et donc ça aurait pu faire écho avec le temps qui passe. Je sais pas, mais en tout cas, la tenue est très poétique, elle est très belle, très jolie, ça lui va divinement bien. Passons maintenant à Michelle Williams qui est venue dans une tenue Chanel, qui a demandé énormément de savoir-faire puisqu'elle a demandé un peu plus de 1000 heures de travail. Il y a 113 000 éléments brodés. La robe est faite en organza blanc et elle est entièrement brodée de motifs floraux. Les détails de broderie sont spectaculaires. Après, c'est du Chanel, c'est du savoir-faire Chanel, ça se voit, c'est avec ces petites perles comme ça qui viennent de temps en temps au milieu des fleurs, les feuilles qui sont en fait des sequins, c'est fabuleux, c'est exceptionnel, mais en fait ça ne se voit pas sur le tapis rouge puisqu'elle porte en même temps un manteau en tulle qui vient totalement recouvrir la tenue. Alors on voit par transparence, il y a un jeu d'opacité, il y a un petit jeu voilà, de matière, de textile, mais
je trouve quand même que la robe méritait d'être beaucoup plus mise en lumière. Concernant le thème, je pense qu'ils ont voulu vraiment jouer sur le savoir-faire, le fait d'avoir une pièce qui est si délicate, si haute couture finalement en termes de savoir-faire, qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est rare, qu'on est sur une pièce qui finira très certainement dans un musée. Mais là où je trouve que ça manque de sens par rapport au thème, c'est qu'à la base, cette robe n'a pas été créée pour ça. C'est une robe de haute couture, comme on en voit sur tous les défilés haute couture, qui est exceptionnelle, qui est magnifique, mais qui est relativement classique. Là où par exemple Gigi Hadid a fait un propos un peu similaire d'une pièce qui est tellement exceptionnelle qu'elle devient œuvre d'art et qu'elle sera une pièce d'archive. Donc finalement, ils ont eux-mêmes avec Thom Browne, ils ont créé une Sleeping Beauty. Là ici, on peut pas dire que ce soit le cas parce que l'intention de base lors de la création de cette tenue, c'était pas d'en faire une Sleeping Beauty. Donc je trouve qu'en fait ça change tout, même si finalement quand on y réfléchit, ce n'est qu'une question de storytelling. Pour le Met Gala, ça a son importance parce que finalement, le storytelling sur le Met Gala est presque au même niveau que la tenue en elle-même et le savoir-faire et le visuel. Donc bref, au final, c'est sans intérêt. Autre tenue sans intérêt, mais alors sans intérêt de chez sans intérêt, c'est celle de Naomi Campbell qui est venue dans une robe Burberry. La robe est tellement chiante qu'elle est totalement passée inaperçue. Je ne savais même pas qu'il y avait Naomi Campbell sur le tapis rouge du Met Gala. Il faut le faire. Pareil, eux, ils ont beaucoup joué sur le savoir-faire, le fait de faire une pièce d'archives de musée, puisqu'il y a 50 000 sequins qui sont bien évidemment brodés à la main. Il y a entre 500 000 et 1 million de franges sur cette robe, et la robe en tout a demandé 200 heures de travail. On est sur une très très jolie pièce avec beaucoup de technique et de savoir-faire, mais qui est totalement déjà vue, qui est pas du tout mise en lumière, mise en avant, qui apporte rien sur ce tapis rouge. En plus, ils auraient peut-être pu jouer sur une accessoirisation ou des détails supplémentaires qui auraient peut-être eu une valeur ajoutée. Ici, on a pratiquement pas de bijoux, peut-être juste une bague, mais vraiment zéro accessoirisation. Une mise en beauté qui est quand même très lambda. On voit pas de chaussures, on voit... Vraiment, il n'y a rien, quoi. C'est la proposition la plus pauvre possible. J'ai presque envie de vous dire que sa proposition sur Cannes était bien plus Met Gala que ce qu'elle a proposé au Met Gala. Puisque sur Cannes, elle portait une robe Chanel qu'elle avait elle-même portée dans les années 90, il me semble. Donc il y avait vraiment une discussion autour du temps qui passe, d'une robe qui, elle, a été conservée, qui est toujours la même, et de Naomi qui, elle, par contre, a vieilli. Donc ça aurait été hyper pertinent, maintenant que j'y pense. Ah, c'est trop dommage. Du coup, c'est un acte manqué. Nicki Minaj était également présente et vous l'attendiez parce que je me suis fait taper sur les doigts lors de la première vidéo. On m'a dit « Pourquoi tu n'as pas mis Nicki Minaj? C'était l'une des mieux habillées ». Bon, peut-être que je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Ici, elle porte une robe Marni qui est faite en soie duchesse et qui a été peinte à la main. C'est un procédé qu'ils ont pas mal utilisé sur leur dernière collection. Et entre-temps, on a vu d'autres célébrités porter des tenues avec ce même savoir-faire. Je trouve que c'est hyper moderne, c'est relativement inédit. Et en plus, ça fait de ces robes des pièces uniques parce que c'est impossible de peindre deux fois la même robe exactement de la même manière, d'avoir exactement les mêmes coups de pinceau, etc. Donc on est vraiment sur une pièce unique et par rapport au thème, je trouve que ça s'intègre super bien et au-delà de ça, même esthétiquement, visuellement, il y a quelque chose qui rappelle l'ambiance de la nouvelle, étant donné que nos personnages sont dans un coin de paradis, dans une villa de rêve qui a un style un peu rococo et surtout ils sont entourés d'œuvres d'art, de livres, de musique. Bref, il y a cette ambiance très outrancière et aristocrate qui se dégage et là finalement, le fait que ce soit une robe peinte, ça fait écho à tout ce truc d'œuvre d'art et d'avoir finalement une robe qui est une œuvre d'art, qui est finalement un tableau à elle toute seule, avec en plus ces fleurs qui sont des sculptures qui prennent vie autour d'elle. Vraiment, le propos, la manière dont c'est exécuté, la manière dont ils ont réfléchi la tenue, c'est canon. Mais puisqu'on est sur ma Fashion Police, avec donc mon avis qui, bien que j'essaye d'être objective, est quand même forcément subjectif. Visuellement parlant, moi je suis pas trop fan des couleurs. En fait, quand je lis la nouvelle, je m'imagine quelque chose d'un peu plus terne, à la fois romantique, féerique, mais pessimiste quand même. Je sais pas, moi j'ai un mood en tête en tout cas quand je lis la nouvelle. Et ici, je trouve que c'est trop joyeux, que ce sont des couleurs un peu trop peps, ce jaune, ce rose. En même temps, je comprends pourquoi ça c'est dans le thème et c'est choisi. C'est juste moi, par rapport à mes goûts personnels,
Je trouve ça très criard, très kitsch. Ça gâche un tout petit peu l'esthétique générale de la tenue, d'après moi. Mais qu'on soit d'accord, cette tenue est totalement dans le thème, elle est hyper bien réfléchie, elle est très bien trouvée et c'est une excellente proposition que Nicki Minaj a fait ici. Passons maintenant à Nicole Kidman qui est venue dans une robe Balenciaga qui est en fait une recréation d'une robe de 1950 de Cristobal Balenciaga, donc une robe haute couture et une robe qui est très connue dans l'histoire de la maison Balenciaga. C'est un modèle qu'on reconnaît au premier coup d'œil et donc bien évidemment qu'ils ont choisi de partir sur le côté archive du thème qui était totalement jouable. C'était cohérent de partir sur une archive, de la recréer ou non, soit d'aller déterrer une archive et de la faire revivre, soit la recréer pour lui donner une seconde vie. Donc là, c'est ce que Balenciaga a fait. Cette robe a demandé 800 heures de broderie, 3000 plumes, puis 150 mètres d'organza de soie qui a été coupé, plié, plissé puis effiloché à la main. Surtout qu'ici on est sur donc une pièce d'archive qui date de 1950 mais qui finalement est intemporelle. On est sur du noir blanc avec une robe bustier qui finit en traîne et qui est ouverte sur tout un tas de plissés de froufrou noirs qui rappellent le flamenco et qui était cher à Cristobal Balenciaga étant donné qu'il était d'origine espagnole. Donc c'est une esthétique qui fonctionne encore très très bien aujourd'hui et c'est fou de se dire qu'il y a des créateurs qui dans les années 50, voire même avant parfois, ont réussi à créer des silhouettes mode qui sont tellement iconiques, tellement historiques, qu'elles traversent le temps, qu'elles traversent les années. Et de toute façon, il y a des archives comme ça qui sont tellement imprégnées de l'histoire de la maison qu'en fait ça passe presque au-dessus de l'esthétique en elle-même. En fait, les pièces sont tellement iconiques, elles sont tellement fortes, tellement puissantes, et elles marquent tellement un moment de l'histoire et de la mode, de l'histoire de la maison, mais aussi de l'histoire tout court, qu'en fait ça passe au-dessus de tout et que ça fait toute la puissance de la tenue. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte et si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette proposition très pertinente et Nicole Kidman porte divinement bien cette archive de Balenciaga. On a aussi Serena Williams qui est venue dans une robe Balenciaga basée sur un modèle plus vintage. Mais pour le coup, vous voyez comme l'archive n'est pas aussi évidente que celle de Nicole Kidman. On n'est pas autant attaché au modèle, il paraît pas aussi iconique, même si on reconnaît Balenciaga dans un seul coup d'œil, on est d'accord. Le fait qu'ils aient autant changé la matière et même finalement la forme, la construction, on n'a pas cette même attache à la tenue. Je sais pas trop où me positionner, en tout cas je trouve que Serena Williams est vraiment lumineuse dans cette tenue, je trouve que c'est très moderne sur elle. J'aime beaucoup également le contraste entre cette robe qui est un modèle plus vintage et les matières choisies qui sont plus modernes, et avec ces gants noirs en matière un peu plus technique, presque un peu sportwear, qui contrastent bien avec le côté robe de cocktail et tout. Je trouve qu'il y a une belle discussion autour, encore une fois, du temps qui passe, des archives, des pièces vintage avec la modernité qu'on peut apporter aujourd'hui. Je comprends le propos, j'aime bien, c'est cohérent, mais esthétiquement, je ne suis pas certaine que ce soit à mon goût. J'ai l'impression que ça dépend des photos. Il y a des photos où j'adore, il y a des photos où je suis un peu en mode... Et en général, quand une robe ne rend pas forcément bien sous tous les angles, c'est que c'est pas exceptionnel. Rita Ora a fait le choix de venir dans une combinaison robe de la maison Marni qui a été pensée par rapport aux perles qui sont à la fois des perles de Murano des années 40 et 70 et à la fois des perles en cristal qui ont été sourcées à plusieurs endroits du monde et qui sont vintage d'après ce qu'ils disent. Ouais, ils ont voulu faire un lien comme ça sur les perles, mais je trouve ça franchement bancal, surtout que visuellement c'est quand même très particulier quoi. Il faut aimer hein. Je comprends pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de prendre un rideau, de venir le recentrer au niveau du bas-ventre pour laisser pendre ça comme ça et d'avoir en dessous une combi transparente qui n'a aucun foutre intérêt, mis à part couvrir son corps un petit peu, mais la robe en elle-même n'a aucun foutre intérêt. Franchement, les perles sont magnifiques et je trouve que le propos de base est quand même assez bien trouvé, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de durabilité dans la mode, on parle souvent du vêtement et des pièces textiles, comment les conserver, le temps qui passe, le fait que ça se trouve, que ça se dégrade. Mais il y a tout un tas d'autres matériaux qui sont utilisés dans la mode sur les défilés, et ça aurait été cool d'ouvrir la discussion sur ça. Franchement, je trouvais ça intéressant. Là, en plus, la robe est entièrement faite main. Enfin, ça aurait pu être sympathique, mais c'est vrai que le visuel, moi j'accroche pas. Hein.
Shakira était également présente dans une tenue Carolina Herrera. D'après certains sites internet, elle était l'une des plus impactantes de ce tapis rouge. J'ai dû rater quelque chose parce qu'à mes yeux, elle est passée inaperçue. Elle est venue dans une robe monochrome rouge, un rouge vraiment flamboyant qui rappelle aussi la couleur de la rose rouge. Elle porte un bustier assez simple avec des cut-out, une robe très classique, très cocktail, très déjà vue, avec en son centre une fleur en cristal ou en tout cas argenté avec je pense des petits diamants ou quelque chose comme ça qui donc fait écho à la fleur de la nouvelle qui, je le rappelle toujours, a les pétales rouges avec le cœur en cristal. Donc là je suppose que c'est ce que ça représente, et même finalement avec les volumes sur ses bras, elle devient elle-même la fleur. En fait elle est la fleur avec le cœur en cristal. Je pense que c'est une vision très littérale de la fleur de la nouvelle. Les volumes au niveau des bras sont vraiment magnifiques, sont vraiment exceptionnels. J'aime beaucoup la manière dont c'est travaillé, c'est à la fois froissé, mais on voit que c'est hyper maîtrisé, que tout a été réfléchi et c'est vraiment hyper juste, c'est très équilibré et ça contraste bien avec cette robe beaucoup plus droite, beaucoup plus classique et cocktail. Mais bon, ça reste une proposition que je trouve un peu trop bateau pour le Met Gala. Par rapport à ce contexte, on pouvait se permettre beaucoup plus. On passe maintenant à Sydney Sweeney qui est venue dans une robe Miu Miu. J'ai l'impression qu'elle a essayé d'être beaucoup plus mode, beaucoup plus pointue, et de toute façon même de manière générale, dans les looks qu'elle porte au quotidien ces derniers temps, on voit qu'elle fait un vrai travail au niveau de son stylisme, de ce qu'elle veut raconter par rapport à ses tenues. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment s'imposer dans le milieu de la mode, mais malheureusement c'est un peu raté avec cette tenue-là sur le tapis rouge du Met Gala. Déjà quand on cherche son nom sur internet par rapport au Met Gala, tout le monde ne parle que de ses cheveux. Et bon, tu m'étonnes, sinon il n'y aurait rien d'autre à dire tellement la robe est chiante à mourir. Elle a choisi une robe très princesse, très premier degré. Je pense que si vous suivez assidûment mes Fashion Police, quand vous avez vu cette tenue, vous avez même dû entendre ma voix résonner dans votre tête qui dit « Cette tenue est un peu trop cucu ». D'après mes goûts. Toujours, je le rappelle. Mais c'est vrai que moi, les robes de princesse, très cucul à praline, en plus avec ce bleu, layette et tout, c'est vraiment pas ce qui me fait vibrer malheureusement. Bien évidemment que c'est extrêmement bien exécuté avec toutes ces broderies de fleurs qui sont comme en verre, en résine ou je sais pas, mais qui sont brillantes et qui contrastent bien avec ce tulle un peu plus mat. C'est très joli. Le fait également que les tiges soient noires, il y a quelque chose de presque un peu terreux et encore une fois des ronces qui viennent s'entourer autour de son corps et qui contrastent bien avec le modèle qui est très princesse. Et d'ailleurs même le fait qu'il y ait des gants noirs en cuir et même la mise en beauté un peu plus dark, un peu plus rebelle, je pense que c'est fait exprès à la base pour contraster le tout et pour que ce soit plus équilibré. Malheureusement, je ne trouve pas que ça fonctionne réellement. En termes d'esthétique, moi ça ne me fait rien ressentir. En plus, tout au niveau de son cou et tout, elle est toute pailletée, très princesse Barbie et tout. Princesse Barbie rebelle, quoi, vous voyez? Non, moi, j'aime pas du tout. Et en plus, le Met Gala, c'est là où on peut être camp, mais un camp mode un peu high fashion. Et là, elle est camp, mais camp un peu kitsch. Mais attendez, parce qu'il y a pire. Mais quand je vous dis pire, c'est l'une des pires tenues du Met Gala. La pire tenue du Met Gala. Il s'agit de Léa Michel dans une robe redartée, mais là on est encore sur un level supérieur. On a l'impression qu'elle a essayé de retranscrire une vision hyper enfantine d'un jardin avec, vous savez, le ciel hyper bleu et les pâquerettes qui sont sur le sol. Généralement, quand on demande à un enfant de dessiner un jardin, il y a un peu cette vision-là qui ressort. Les couleurs comme ça, hyper criardes, hyper kitsch. Et cette vision très naïve, pour moi, c'est quand même très éloigné de l'ambiance qu'on retrouve dans la nouvelle. Ça n'a rien à voir. À mes yeux, elle a pas vraiment bien compris ce qu'était le jardin du temps, ce qu'il représentait et tout ce qu'on pouvait faire autour de ce jardin du temps. C'est vraiment une proposition très particulière. Puis même en termes d'exécution, le bustier un peu plus satiné avec le reste de la robe qui est mat, et puis les fleurs qui viennent comme sur les bretelles, mais qui paraissent même pas être de belles fleurs. On peut faire des jolies fausses fleurs avec des beaux textiles, des beaux effets de matière, des petites perles en broderie, etc. Là, on a l'impression que c'est vraiment des fleurs, des fake fleurs qui sont collées comme ça sur les bretelles. C'est même pas mignon.
En fait, c'est ça, c'est que c'est même pas mignon. Il y a même pas quelque chose de l'ordre de la Madeleine de Proust. Parce que ça aurait pu être un effet voulu, très naïf, très enfantin. En plus, comme elle est enceinte, je sais pas, peut-être que ça aurait pu faire écho. Et en même temps, d'avoir tout le propos du temps qui passe, de l'enfance, etc. Mais là, c'est tellement mal exécuté, tellement mal fait, tellement très premier degré que ça marche pas. Tout à l'heure, vous voyez, je vous disais que les manches et la traîne de Shakira, c'était maîtrisé, il y avait un joli effet sur le volume. C'est le genre de détail un peu mode, un peu couture, qui peut rehausser, on va dire, même une tenue un peu simple. Ici, on est sur un amas de tulle qui vient de bras en bras, dans une couleur bleu clair. Tout est too much. Voilà, c'est ça, c'est too much. Vous avez compris quoi. J'attribue plus forcément des tops et des flops, mais en tout cas, une chose est sûre, elle serait dans mon flop. Puis on va finir cette vidéo avec Isabelle Huppert qui est venue dans une tenue Balenciaga qui peut-être, à première vue, vous semble assez banal. Et pourtant, je pense que c'est la tenue qui a peut-être la plus forte histoire de toute la soirée. Puisqu'en fait, Balenciaga a recréé une robe des sœurs Kahlo qui date du début du siècle et qui est présente dans l'exposition du Met Gala, donc qui est présentée comme une Sleeping Beauty. Mais là où c'est vraiment important et où il y a un vrai lien avec le thème et l'histoire d'Isabelle Huppert, c'est que les sœurs Kahlo étaient ses arrière-grand-mères. Et je trouve ça incroyable puisque les sœurs Kahlo étaient des créatrices très reconnues à leur époque, qui malheureusement sont aujourd'hui peut-être un peu oubliées. Si jamais vous aimez beaucoup la mode, que vous vous y intéressez, vous avez très certainement vu passer certaines de leurs archives dans des musées. Je sais qu'il y en avait dernièrement au Palais Galliera par exemple, mais c'est un nom qu'on a un peu oublié avec le temps qui est passé. Mais c'est là finalement que le propos est assez cool puisqu'elle part déjà d'une Sleeping Beauty qui a un rapport avec son histoire personnelle, mais en plus de ça, elle est partie d'archives, de créatrices qui ont marqué l'histoire de la mode, qui ont marqué leur époque, qui ont marqué un temps, mais qui sont aujourd'hui oubliées. Et je trouvais que c'était hyper intelligent du coup de parler de l'histoire de la mode dans ce sens-là. Puis vraiment le fait qu'elle ait réussi à associer histoire de la mode et histoire personnelle, de faire revivre une pièce d'archive de la mode et en même temps de faire revivre l'histoire de sa propre famille. J'ai trouvé ça méga beau, méga poétique et je sais pas, ça fait vraiment écho à la nouvelle, au dress code qui était imposé et même esthétiquement, on a vraiment une pièce d'archive qu'ils ont remoderniser un petit peu. Ils ont par exemple rajouté un col. On a les détails en dentelle qui sont importants parce que les sœurs Kahlo étaient des dentelières. Et puis on a même cette traîne qui en fait a la forme d'une énorme fleur. Une traîne qui est gigantesque, qui apporte beaucoup de puissance à cette tenue. Et c'est cool d'ailleurs ce contraste entre pièces hyper puissantes et pièces beaucoup plus classiques et beaucoup plus minimalistes. Selon les photos, quand on voit pas la traîne, on voit qu'il y a un style un peu d'époque, très chic, glamour du début du siècle, il y a presque quelque chose un peu vieux Hollywood, en plus avec la mise en beauté, la bouche rouge, mais qui est totalement rehaussée par cette énorme traîne qui est tellement moderne quoi, et qui la rend très imposante. Vraiment, c'est une proposition que j'ai adorée, qui était hyper cohérente, très pertinente, complètement adhérée à cette proposition. Je pense que là, on a passé en revue quand même pas mal de tenues. Entre la première vidéo et celle-ci, on a dû analyser à peu près 50 looks, ce qui est déjà pas mal. Je sais qu'il en manque plein. J'ai essayé de faire vraiment vos célébrités favorites, celles qui revenaient le plus, celles dont vous me parliez le plus sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, mais également sur TikTok. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos. Vous inquiétez pas, les Fashion Police vont continuer puisqu'il y a eu le Festival de Cannes entre-temps, dont on a un peu parlé sur Instagram, mais bien évidemment, on va ici analyser les looks également. N'oubliez pas aussi de mettre un petit like pour soutenir la chaîne, surtout que là, si vous m'entendez parler, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous aimez bien m'entendre parler. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.